Yes! C'est fabuleux! Thomas Levé. Les Grecs. Journal du golf, le podcast sur l'équipe.fr. Salut à tous, bienvenue dans le podcast du Journal du golf. Cette semaine, émission spéciale Players Championship, considéré comme le 5e majeur. Cette année, le tournoi qui se joue sur le TPC Sawgrass aura un Français dans son champ, Alexander Levy. Et pour animer avec moi cette émission, Benjamin Cadieux du Journal du Golf. Salut Ben. Salut JP. Alors Benjamin, cette semaine c'est le Players, un tournoi mythique du PGA Tour, 11 millions de dollars de dotation. Est-ce qu'on peut vraiment dire que c'est le 5e majeur ce Players ? Alors, en tout cas sur le champ de joueurs on peut le dire, il n'y a aucun souci puisque pour faire très court, l'intégralité du top 50 mondial sera représentée ainsi que l'intégralité du top 50 de la FedEx Cup et avec des pairings de rêve évidemment, on en parlera plus tard, mais Woods, Mickelson, Fowler ou Justin Thomas, Jordan Spieth, Rory McIlroy, même si vous partez pour faire la liste des pairings, ça prendrait 5 minutes tellement c'est beau, tellement c'est clinquant, c'est le plus beau tournoi régulier, c'est celui que les joueurs veulent jouer, même au-dessus que Wentworth, son équivalent en Europe. Alors on voit, il y a des grands noms au palmarès, hein, vous l'avez dit Benjamin, Jason Day, Ricky Fowler, Tiger Woods. Jason Day qui revient en forme, d'ailleurs il a gagné semaine dernière sur le PGA Tour au Wells Fargo. Il a dit justement que c'était l'une de ses plus belles victoires à Jason Day. Vous avez suivi ça un peu, il me semble, Benjamin. Oui, on a retrouvé le grand Jason Day, celui de l'année 2015 où il était numéro 1 mondial, où il gagnait l'USPGA. Il y a eu quelques petits soucis de santé du côté de sa maman et également de sa femme. C'est en train de rentrer dans l'ordre. Et là, on a retrouvé un Jason Day qui drive très loin, à presque 300 mètres de moyenne, et qui cale beaucoup de putts aussi. C'était l'une des clés de Jason Day au sommet du golf mondial, c'était son efficacité au putting à plus de 6 mètres. Là, on l'a revu enfiler quelques ficelles. Et aussi une petite statistique à noter qui est pour moi incroyable, c'est 15 sur 16 aux sorties de bunker. Il a fait sortie putt 15 fois sur 16. Il était à 12 sur 12 en début de tournoi également. Ça a été du grand Jason Day. Et même dans la difficulté dimanche, où il a touché que 8 greens, c'est son chipping et ses sorties de bunker autour des greens qui l'ont permis de l'emporter. Donc ce sera l'un des favoris à Sawgrass pour le Player Championship. Ouais, surtout qu'il a déjà gagné, on l'a dit, un vainqueur en 2016, Jason Day. Il sera, évidemment, on va le suivre. Le Players, c'est aussi mythique, Benjamin, pour son parcours, le TPC Sawgrass, et surtout pour son trou numéro 17. Oui, c'est dingue qu'un trou si court, au final, qui fait à peine 120 mètres, c'est un coup de pied pour les pros. C'est un petit coup de wedge, soit devenu aussi célèbre, et c'est vraiment l'emblème du TPC Sawgrass qui est de toute façon globalement un très bon parcours, un parcours de pit die qui est palpitant et pas seulement sur le trou numéro 17. Alors justement, Jean Van de Velde, lui, il a participé 2 fois aux Players en 2000 et en 2001. Alors nous, on avait eu la chance de se rendre aux Players en 2012 et on avait rencontré justement Jean Van de Velde. Il nous parle justement de ce trou numéro 17. Le 17, c'est vrai que c'est le trou signature. Mais bon, il faut quand même se souvenir que c'est 135 yards jusqu'au milieu du green ou 136. Donc c'est un coup de fer neuf. C'est-à-dire, c'est pas la fin du monde. Une fois que tu as la profondeur, tu as 25 mètres en largeur pour mettre la balle sur le green. Donc à l'arrivée, ce qui te fait paniquer, c'est les 80 000 personnes qui sont autour de ce trou-là. C'est le fait que tu joues pour un prix total de 9 millions de dollars. Donc c'est quoi le prix du vainqueur ? C'est 1,5 million ou 1,7 million. Donc si tu veux, il y a plusieurs ingrédients qui font que maintenant, si tu mettais un gros grass bunker à la place de l'eau, il n'y a personne qui raterait le green. Donc c'est aussi simple que ça. C'est le côté d'intimidation, le côté où tu sais si tu rates, tu t'en prends plein le museau. Benjamin, un trou très intimidant, ce trou numéro 17. Oui, quand vous en parlez avec les joueurs, on avait parlé avec 5-6 joueurs sur place, ils veulent partir de là le plus vite possible. C'est une belle fête pour les spectateurs, il fait tout le temps très beau, 17, ça boit beaucoup aussi, même si on n'est pas... Un peu comme Phoenix ou pas du tout ? C'est pas la folie du Felix Open, c'est un petit peu plus connaisseur. Là, on est vraiment dans un berceau du golf en Floride, aux USA, c'est beaucoup plus connaisseur, un peu plus policé, mais ça boit pas mal. Le truc, c'est que si vous plantez, la planète entière vous voit. Et si vous commencez à en mettre une dans l'eau, il vous reste un petit coup de wedge depuis la dropping zone, encore plus court que le coup de départ. Mais vous pouvez vous dire que je peux encore faire une gratte, etc. Il me semble que Sergio Garcia s'était mis aussi dans l'eau il y a quelques années. Il s'était mis quelques fois dans l'eau, premier coup dans l'eau, deuxième coup dans l'eau. Ouais, un accident pour Garcia, donc on en avait beaucoup parlé, mais il y a aussi Fred Couples qu'on avait mis dans l'eau avant de faire 3 en 1 sur la
enfin trou en 1 depuis la dropping zone, donc il y a énormément d'histoires. C'est un trou pour le spectacle. C'est un trou spectacle et qui est pas du tout confortable pour les joueurs. Et juste en un mot, c'est vrai que ça vient sur le final du parcours, vous n'avez pas le temps de vous rattraper ensuite. Et derrière, vous avez un long par 4 très pit die avec l'eau à gauche sur tout le long et du rough à droite avec des arbres. C'est très compliqué cette fin de parcours de Sawgrass. Alors vous l'avez dit Benjamin, cette fin de parcours, 16, 17, 18, par 5, par 3, par 4. Justement, Jean Vandevel, qu'on avait rencontré en 2012, il nous en parle de cette fin. Après le 18, moi j'ai toujours trouvé que c'était vraiment un bon trou. Tu n'as pas d'échappatoire à droite, tu es obligé de faire tourner la balle de droite à gauche, ce qui est vers l'eau. Et ça c'est toujours assez délicat. Et à partir de là, un green aussi assez torturé. Donc c'est vraiment un bon trou de golf. Le 16, il n'y a pas de difficulté majeure, sauf si tu essaies d'être un petit peu trop gourmand et que tu vas pour le green en 2. Alors là, il faut vraiment taper un bon drive. Généralement, tu l'assures loin des arbres, donc tu te mets à droite. Après, il faut que tu survoles le dos. C'est pas un second coup facile, mais bon, tu l'as vu. Il y a un paquet de types ici qui se sont joués avec des 3 ou des 4 sur le 16 en le prenant en régulation, y compris le dimanche. Si tu arrives avec 2 points d'avance au départ du 16, tu sais qu'en finissant quoi qu'il arrive avec 12 coups, tu vas gagner très certainement le tournoi. C'est un final monstrueux, Benjamin, ce 16, 17, 18. Ouais, ça couronne souvent des durs à cuire, hein, ces tournois. Ce tournoi-là, d'ailleurs, on dit souvent que c'est pas la puissance qui est maître mot à Sawgrass, mais davantage la précision et la solidité. C'est aussi pour ça qu'on voit, par exemple, un joueur comme Rickie Fowler qui s'est imposé il y a 2-3 saisons là-bas, qui est réputé pour son petit jeu et sa précision plus que sur la longueur de ses drives. Donc, c'est pas forcément la puissance bestiale qui est récompensée, mais vraiment, faut être solide, parce qu'il y a même des trous assez compliqués, le 8, un long par 3 notamment. Vous êtes pas pris à la gorge, faut pas exagérer, on n'est pas à Carnoustie sous la tempête, mais c'est un beau test de golf et c'est un parcours qui est public. Enfin, vous pouvez le jouer en green fee si vous allez en Floride et je vous le recommande, c'est un très bon pit die ce Sawgrass. Alors Benjamin, je vous propose de continuer cette conversation autour du Players avec Guillaume Biojo. Guillaume Biojo, on le rappelle, il est directeur du domaine du Vaudreuil et on l'a tout de suite en ligne. Bonjour Guillaume. Bonjour messieurs. Alors Guillaume, on le rappelle, vous êtes un grand spécialiste des parcours américains, vous avez également coaché sur le Tour européen. Vous l'avez joué le TPC Sawgrass ? Oui, absolument, à plusieurs reprises. Alors c'est un parcours, on parlait justement de ce final, 16, 17, 18, il est monstrueux ce final ? Oui, le 16 est compliqué, mais pas le plus compliqué des trois. Le 17, la première fois qu'on arrive sur ce départ, on s'attend tous à quelque chose d'extrêmement difficile, d'impressionnant, et bien évidemment sans tribune autour, sans public, sans toute cette pression, il peut paraître pas très compliqué, mais bien évidemment que le dimanche, quand il faut faire 3, il devient, c'est un coup de wedge, faire 9, entre 120 et 140 yards. Donc sur le papier, il n'est pas très, très impressionnant, mais bien évidemment qu'en condition de jeu et avec la carte dans la poche, il le devient beaucoup plus. Et le trou qui est extrêmement compliqué et difficile, et surtout la mise en jeu est tout à fait hallucinamment dure, et le trou numéro 18, où on a vraiment la sensation d'être les pieds dans l'eau au départ et d'avoir la mer, en tout cas l'obstacle d'eau, complètement face à soi au départ, et cette mise en jeu est extrêmement difficile. Alors Guillaume, je voudrais revenir sur ce par 3, le 17, il n'est pas très long, mais il est compliqué parce qu'il y a des obstacles, il y a l'obstacle d'eau. On peut le comparer un peu au set de Pebble Beach, ce trou numéro 17. Oui, tout à fait. Probablement encore plus dur que le set de Pebble Beach, dans la mesure où le set de Pebble Beach, si vous loupez court, vous êtes dans le bunker. Vous faites 4, quoi. Ouais, exactement. C'est moins grave, entre guillemets. Vous pouvez louper à gauche aussi au set de Pebble Beach. Là, vous ne pouvez pas louper. C'est soit vous êtes sur le green, soit vous êtes dans l'eau. Donc, ce qui rend ce coup extrêmement difficile, c'est de ne pas avoir le droit à l'erreur, que ça soit à droite, à gauche, devant ou derrière. C'est surtout ça qui rend ce trou-là très, très dur. Alors, il est court comme le set de Pebble. Est-ce que justement, un par 3 n'est pas fait pour être court ? On voit souvent des longs par 3 même sur le Tour européen, même sur les parcours que l'on peut jouer le dimanche. C'est quoi le but d'un par 3 ? C'est d'être très long ou tout le monde d'être court, ou c'est quoi selon vous, Guillaume ? D'être cohérent. C'est-à-dire si le par 3 est court, il doit être un peu challenging et il doit être difficile, c'est-à-dire le green doit être plutôt petit, il doit y avoir des obstacles et bunkers voilà, profonds.
Voilà, et de louper le green avec un green un peu tortueux, de louper le green doit être compliqué. En tout cas, si vous loupez le green, ça doit rendre le coup compliqué. Si le trou est très long, il faut pas que, si le par 3 est long, il faut pas qu'il y ait des obstacles partout, des bunkers où vous êtes mort, un green extrêmement compliqué. Je pense que c'est le mix des deux qui est intéressant. Il est intéressant sur un parcours d'avoir les deux formats, c'est-à-dire des par 3 longs et des par 3 courts, mais il doit y avoir une certaine forme de cohérence quant à la difficulté du green et la difficulté de ce qu'il y a autour du green. Ouais, mais quand on voit certains par 3 qui font des kilomètres, c'est pas un peu injuste pour certains amateurs voir des par 3 si longs? Alors là, moi, ma discussion tournait beaucoup plus autour de par 3, je dirais, pour les joueurs professionnels. Oui. Maintenant, si c'est des par 3... Oui, mais pour les amateurs, justement. Alors là, non, pour les amateurs, pour moi, il faut effectivement que le par 3 soit le plus simple possible, soit le moins exigeant possible, et surtout pas trop long. C'est-à-dire un bois 3 par 3, un par 3 pour un amateur où l'amateur va être obligé de jouer ne serait-ce qu'un bois 3 ou même de temps en temps un driver, ça n'a pas de cohérence. Pour moi, les par 3 doivent être forcément pour des amateurs des coups de fer ou au maximum un rescue. Ouais, 150 mètres au maximum. Exactement. Il doit y avoir une notion de plaisir sur un par 3 qu'effectivement, de temps en temps, sur certains parcours, aujourd'hui, les amateurs ne retrouvent plus. Benjamin, c'est votre avis également sur un par 3 pour les amateurs? Faut qu'il soit plutôt court pour les joueurs amateurs? Ouais, complètement. C'est une petite respiration sur le parcours pour les amateurs et pour les joueurs moyens, voire débutants qui galèrent parce que le golf, c'est un sport compliqué. Et là, c'est une chance de birdie pour même un joueur débutant. Ouais, un bon coup de wedge, un bon coup de fer neuf près du green, même un débutant peut le faire et tout le monde peut avoir accès au birdie. On se souvient tous autour de cette table, notre premier birdie, moi pour ma part, c'était sur un par 3, petit coup de fer à 90 mètres au bord du trou. Et ben n'empêche, je m'en souviens toute ma vie et à l'époque, sur des par 4, des par 5, quand on était trop petit ou pas assez bon, pas assez puissant, c'était trop compliqué. Donc il faut des trous simples sur le golf. Et de toute façon, le golf doit devenir plus simple. Enfin, ça, c'est un autre débat. Alors, on est toujours avec Guillaume Biojo, qui est directeur du domaine du Vaudreuil. Est-ce que, justement, on parle de long par 3, est-ce que vous vous souvenez de ce coup de Justin Leonard en 98 au 8 et il avait failli boiter un coup de fer 1. Alors, ce fer 1, ce club, on ne le voit plus dans les sacs, messieurs. Guillaume? Non, aujourd'hui, ce qui a remplacé le fer 1, ce sont des rescues. Donc, une phase plus importante, une balle qui va se lever beaucoup plus facilement aussi. Donc, non, les fer 1, on n'en voit plus aujourd'hui. On voit des clubs un peu longs, mais ça sera toujours des clubs un peu hybrides entre un rescue et un fer. En tout cas, le vrai fer 1, la lame, Mizuno extrêmement fine, ça a disparu des sacs. Benjamin? Ouais, moi j'ai un fer 1, il est chez moi, il est accroché dans le salon, c'est une lame en mode pro shop quoi. Ouais, TP19 Mizuno qui date de 99 je crois, avec un grip cord et un manche en acier. Mais par contre les fabricants n'ont pas complètement abandonné les longs fers. Là il y a encore TaylorMade qui sort le UDI qui est dans le sac de Jason Day. Il tape ça à presque 250 mètres. C'est l'équivalent d'un fer 1 ou... C'est un petit peu plus ouvert, je crois que c'est 19 degrés. Après vous pouvez demander des options et faire baisser un peu le loft. Mais on peut encore trouver pour les amateurs de long fer ce genre de club. Titleist le fait aussi très très bien. Il y a le Fly High de Mizuno également. Donc parce qu'il y a encore beaucoup de gens, même des golfeurs très moyens, qui n'aiment pas les hybrides ou les bois 7. Donc il y en a évidemment de moins en moins parce que c'est un petit peu plus dur à jouer, mais ça existe encore, donc notamment le Fly High et l'UDI de TaylorMade. Alors Guillaume, est-ce que vous l'avez dans votre sac, vous le fer 1 ou plus du tout, non? Non, plus du tout. Et effectivement, pour rebondir sur ce que disait Benjamin, effectivement, il y a toujours des clubs fermés, mais par contre qui ont vraiment évolué, qui lèvent la balle beaucoup plus facilement aujourd'hui avec des zones de frappe élargies. Donc oui, il y en a toujours. Moi, oui, un fer 2, oui, mais avec un petit manche graphite facile à jouer qui m'aide à lever la balle. Donc oui, j'en ai, mais avec une facilité de jeu prononcée. Les fers, comme le disait Benjamin, c'est ce qu'on appelle des utility iron aujourd'hui. Lève la balle d'une manière extrêmement facile et avec un shaft graphite un peu léger, ça n'a plus du tout la difficulté que ça avait auparavant. Allez Guillaume, avant de se quitter, un mot sur votre nouvelle académie ou plutôt centre de performance que vous avez lancé avec Cameron McCormick, le coach de Jordan Spieth. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de ça? Ça s'appelle Altus Performance et ça se passe au Golf PGA France du Vaudreuil. Exactement. Altus Performance, donc depuis pas mal de temps, je m'entends plutôt bien avec Cameron McCormick,
qui est donc le coach de Jordan Spieth. Il cherchait une base en Europe. Il a pas mal de demandes en Europe de joueurs qui cherchent à avoir un coaching entre guillemets de haut niveau et surtout avec je dirais une vraie structure de haut niveau avec un vrai team de préparateurs physiques, préparateurs mentaux, préparateurs mentaux plutôt, il y en aura un, et de coachs techniques avec des outils technologiques avancés. Comme la Cavest, Guillaume ? Comme la Cavest, Benjamin. Et surtout, ouais, avec une vraie structure, avec lui qui ne jettera pas juste un œil de temps en temps sur la structure et sur les joueurs, mais sera je dirais, presque toutes les semaines présent d'un point de vue, pas physique bien sûr, mais il regardera quotidiennement presque ce qui se passe ici et l'évolution des joueurs. Donc on parle bien de Cameron McCormick, le coach de Jordan Spieth, qui pourra regarder le swing de Monsieur Tout le Monde. Exactement. Alors Monsieur Tout le Monde, non, il regardera le swing surtout des joueurs entre guillemets de haut niveau qui, ce que je veux dire par haut niveau, c'est pas forcément des joueurs qui ont des index très bas. De temps en temps, on est sollicité par des joueurs seniors ou des joueurs mid-amateurs qui souhaitent, je dirais, démarrer une carrière et qui ont un investissement de haut niveau. J'insiste beaucoup là-dessus, c'est-à-dire de gens qui nous disent, on veut vraiment qu'on s'occupe de nous. J'ai 50 ans, je suis zéro d'index, je veux être en équipe de France ou peut-être essayer de passer les cartes. Le succès pour moi d'un enseignant aujourd'hui n'est pas uniquement dans le fait de faire gagner des joueurs sur le circuit européen. Il est sur le fait aussi, même aux plus jeunes et même, je dirais, aux débutants novices, d'avoir un vrai accès au jeu et de commencer à aimer le jeu rapidement. J'insiste là-dessus. Ça marche. Merci beaucoup Guillaume. On en reparlera évidemment merci à vous dans cette émission. Et bon players à tout le monde. Allez, ça marche. Merci beaucoup Guillaume. À bientôt, au revoir. Allez Benjamin, avant de parler d'Alexander Levy, un petit mot sur Tiger Woods, qui sera aussi au départ de ce Players Championship. Tiger, on le rappelle, 2 victoires à Sawgrass. On l'a vu un peu en difficulté la semaine dernière, surtout au putting à Quailiolo, terre du Wells Fargo. Ouais, il a fait une super semaine de swing avec des très bonnes stats dans le top 15 sur la solidité de son jeu, dans les stroke gain, du tee jusqu'au green. Et puis arrivé au green, on a perdu Tiger, ce qui est assez étonnant parce que évidemment Tiger Woods est l'un des meilleurs putters de l'histoire de jeu, voire le meilleur, notamment sous pression et au plus haut niveau. Et là, sur des greens un peu plus lents que prévu, il a lutté, il a voulu taper un peu plus fort dans la balle. Et au final, malgré 4 tours, il n'a jamais trouvé la vitesse des greens du Wells Fargo, du Quailiolo. Donc on va dire que pour l'instant c'est un accident et que au contraire je trouve ça assez positif puisque ça a montré des progrès de Tiger du tee jusqu'au green. Honnêtement j'ai rarement vu aussi solide cette saison, même lors de ces top 5, donc je trouve ça très positif pour le cette player, semaine, puisqu'il va retrouver des greens là un peu plus rapides, qui lui conviennent plus rapides. Du coup oui, qui lui conviennent plus, et comme vous l'avez dit Jean-Philippe, il s'est imposé par 2 fois, il connaît très bien ce pit die, donc il faudra avoir plus que jamais, je trouve, surveiller Tiger, et en tout cas surveiller son putting, ce sera la clé une fois encore, mais encore plus cette semaine pour Tiger. Tiger Woods qui sera associé pour ses 2 premiers tours à Ricky Fowler et à Phil Mickelson. C'est pas mal pour l'audience déjà, mais ça fait un petit moment qu'on les avait pas vus ensemble, Woods et Mickelson. Évidemment ils avaient fait leur partie d'entraînement au Masters, mais au Players c'était au 3e tour en 2001. Vous en souvenez Benjamin? Tout le monde s'en souvient puisque c'est le fameux putt sur le 17 justement de Tiger Woods que le commentateur de NBC avait appelé Better Than Most. Voilà, c'était un putt, c'était pas incroyable, il a mis tout le green, donc c'était sous les yeux de Phil Mickelson, et Tiger Woods s'était imposé le lendemain pour détenir les 4 majeurs plus le player en même temps. Bon, c'est un peu un coup marketing cette association, non? De toute façon, c'est ce que fait chaque semaine le PGA Tour, c'est les featured groups, ce qu'ils appellent, c'est vraiment les groupes de stars, c'est pour regrouper les moyens de production au même endroit et faciliter la prod, et évidemment amener les gens devant leur télé ou dans les cordes. Et là, évidemment, avec ce trio de vainqueurs, et puis il ne faut pas oublier Ricky Fowler qui est aussi l'un des joueurs les plus populaires parmi les jeunes. Donc c'est un vrai brelan royal, mais c'est ça qui est dingue avec le player, c'est qu'il y en a d'autres aussi. Vous avez des petites stats justement sur l'association Woods-Mickelson. Ils ont été associés pour le moment 35 fois, c'est ça? Ouais, et un tout petit avantage pour Woods qui en tout début de carrière dominait largement Mickelson. Il avait gagné sur les 18 premières associations Woods-Mickelson, Woods avait gagné 10 fois.
Et ensuite, pour les 17 dernières réunions entre les deux géants, c'est 10 victoires pour Lefty. Donc ça s'est équilibré avec le temps. Et il y a autre chose qui s'est équilibré avec le temps, c'est la relation entre Woods et Mickelson. Au début, Woods ne pouvait clairement pas blairer Phil Mickelson. Il y avait un gros problème de personnalité, ça collait pas. Et puis maintenant ça va mieux. Et maintenant ça va mieux. Entre-temps, Tiger Woods a fait vice-capitaine de Ryder Cup. Ils ont été amenés à se parler, forcés de se parler. Et ils se sont découverts. Ils ont eu des longues discussions sur le golf et sur la vie en général. Les aléas de la vie les ont rapprochés aussi. Et Mickelson n'avait pas rejeté Woods à l'époque de ses problèmes. Et donc, on va pas dire que c'est des amis, mais c'est pas la rivalité. Des ennemis, ouais. C'est des joueurs qui ont aussi plus de 40 ans. 42 ans pour Woods, 48 ans pour Phil Mickelson à un an près, mais ils ont mis un peu d'eau dans leur vin et c'est pas les vieilles canailles, il faut pas exagérer, on parle de joueurs, Mickelson 17e mondial, Woods 95e et qui est en pleine ascension. Mais en tout cas, ça sera pas évidemment aussi savoureux qu'avant, mais c'est le pairing royal. Sait-on jamais. Ouais. Autre chose qu'on va regarder cette semaine, ça va être le classement mondial évidemment avec Dustin Johnson et beaucoup de joueurs qui sont en chasse, notamment Justin Thomas. Justin Thomas, on le rappelle, il avait une occasion la semaine dernière de finir numéro 1 mondial. Il devait faire 12e. Il devait faire seul 12e et une fois encore, il semblerait que de monter sur le trône mondial pour la première fois, ça a bloqué un petit peu Justin Thomas qui termine entre guillemets seulement 21e. Encore une fois, après le WGC où il devait se qualifier pour la finale, il avait perdu en demi-finale. Là, il devait faire 12e, il fait 21e. Il rate un peu le. Oui, on en avait déjà parlé la semaine dernière. Il l'a reconnu lui-même que ça lui met pas mal de pression parce que ça a un peu plus de questions là-dessus de la part des médias, plus d'attentes du public. Mais comme Justin l'a dit, il va devoir faire avec. Ça sera une marche en carrière et pourquoi pas dès ce week-end à Sawgrass. Allez, avant de retourner sur le PGA Tour pour parler d'Alexander Levy, quelques mots de la planète golf avec vous, Rémi Rivière. Bonjour Rémi. Bonjour Jean-Philippe. Allez, on commence avec du LPGA et une victoire sud-coréenne. Oui, le LPGA Tour faisait étape au Texas ce week-end avec le Volunteers of America Classic. La numéro 4 mondiale Sung-Hyun Park s'est imposée en jouant 65 et 66 pour finir à moins 11 total. 2 cartes seulement, me direz-vous, et oui, car le tournoi a été réduit à 36 trous à cause de violentes pluies. La meilleure française se nomme Céline Boutier, elle termine 12e à moins 5 et signe son deuxième top 15 d'affilée. Allez, on passe chez les hommes avec le Challenge Tour qui se déroulait en Espagne. Victoire du Suédois Oscar Langden, sa seconde victoire sur le deuxième circuit européen. Le Scandinave de 25 ans a signé un gros 67 pour finir loin devant ses adversaires. 2 bleus terminent dans le top 10, Julien Brun 7ème et Robin Ciosier-Grist 9ème. Gary Stahl et Romain Langasque signent eux un top 20. A noter que pour Julien Brun, cette 7ème place est son meilleur résultat sur le Challenge Tour depuis sa victoire à Toulouse en 2012. Ah, Toulouse, votre chère patrie. En effet, Jean-Philippe. Allez, pour finir un point sur le classement mondial, après la victoire de Jason Day au Wells Fargo, avec qui remonte Jason. Absolument, grâce à sa victoire à Charlotte, sa deuxième cette saison, Jason Day fait son retour dans le top 10 mondial. L'Australien grimpe à la 7ème place, son meilleur classement depuis septembre 2017. Il devance Rory McIlroy qui glisse donc à la 8ème position. Pas de changement en haut, Thomas est 2ème, Rahm 3ème, Spieth 4ème, tandis que l'Américain Dustin Johnson entame sa 63ème semaine en tête. Ah, et j'ai failli oublier le grand Tiger Woods. Tiger a terminé 55ème du Wells Fargo et le voilà 92ème du ranking mondial. Allez, on retourne sur le PGA Tour au Players Championship. Ça faisait un petit moment qu'on n'avait pas vu un Français dans le champ du Players. 2003, c'était la participation de Thomas Levé. Jean Van de Velde, on l'a dit en 2000-2001. Pas un Français n'a passé le cut, mais cette semaine, on a un Français qui représente le clan tricolore. C'est Alexander Levy. Et c'est pas une surprise, Benjamin. Non, il est récompensé de ses victoires régulières depuis 4 ans. Il gagne chaque année, donc c'était logique qu'à un moment ou à un autre, il réintègre le top 50 mondial. Et le top 50 mondial, c'est l'accès au Players Championship, même si on n'est pas membre du PGA Tour. Mais ça, on va pouvoir en parler directement avec Alexander Levy, Jean-Philippe. Exactement, Alexander Levy, qu'on a la chance d'avoir en direct du Players Championship à quelques heures de son premier tour. Salut Alexander. Salut, ça va ? Déjà, merci beaucoup de nous avoir accordé cette interview. Alors, Alexander, déjà, comment ça va ? Ça va, nickel, tout va bien. Tu es où là, Alex ? Tu es déjà à Sawgrass, évidemment. Ouais, je suis à Sawgrass. Là, je vais aller jouer 9 trous de Rocco, les 9 derniers trous de Rocco, là, ce matin, là, tranquille. Alors, comment tu le trouves, ce parcours ? Je suppose, t'es déjà allé sur le parcours les jours d'avant. Comment tu le trouves ?
Il est incroyable. Vraiment un très très beau parcours de championnat. Après bon, ils l'ont pas encore mis là pendant les 2 jours de Rocco, il était à 12,5 au steam et ils vont le monter à 14. Donc les greens sont pas encore comme ils vont être pendant le tournoi, mais c'est un parcours magnifique. Alors 14, faut le préciser, c'est des greens qui vont être très rapides. Exactement, des greens très rapides et ils vont prendre encore 20% de fermeté. Donc ça va être du sport. Alors les tournois sur le PGA Tour, tu commences à te connaître, t'y habitué. C'est quelle ambiance là que t'as trouvé aux Players? Bah là, il y avait déjà beaucoup de monde. Bon, en plus, il y a Tiger qui joue, donc on sait comme Tiger ramène du monde. Donc ouais, c'est une belle ambiance. Le trou numéro 17, il y avait déjà beaucoup de monde, beaucoup de gens avec beaucoup de bière à la main aussi. Donc ils étaient déjà en forme. C'est une ambiance que t'aimes bien, toi, ce genre de choses? Ouais, moi j'aime bien. Après, voilà, c'est autre chose. Hein. C'est pas des choses qu'on voit d'habitude toutes les semaines. Voilà, ça donne vraiment envie. Alors Benjamin, une question pour vous, Alexander. Ouais, juste une petite remarque. On parlait de ce pairing Woods, Mickelson, Fowler. Ça va partir en même temps que toi, mais de l'autre côté du parcours. Toi, tu partiras du 10 à peu près dans la même tranche horaire. C'est pas plus mal, Alex, d'avoir ce pairing qui va drainer beaucoup de bruit et de monde à l'opposé du parcours pour toi, ou c'est quelque chose, t'aurais pu être collé à ce pairing-là, ça t'aurait rien fait? Après, j'y prête pas trop attention, mais c'est sûr que franchement, ça m'aurait pas dérangé quand on s'entraîne. C'est des moments qu'on a envie de vivre, ces moments-là. Donc voilà, il faut être habitué. Et si un jour tu veux gagner un gros tournoi, il faudra être habitué au bruit, au monde et à tous les alentours qu'il y a autour de ces moments-là. Alors Alexander, pour revenir un peu sur tes dernières semaines, t'as volontairement décidé de se scratcher du GolfX pour justement prendre du repos. Qu'est-ce que tu as fait durant ces semaines? Tu étais venu plus tôt, tu t'es entraîné avec ton coach? Je suis parti plus tôt aux US. Déjà, je me suis un peu entraîné avant de partir. Après, je suis parti vendredi aux US. Voilà, j'ai passé une journée à Lectona où je me suis entraîné, où j'ai retrouvé Pete et Cohen. Kenyon qui étaient là-bas. Voilà. Donc je me suis retrouvé avec eux là-bas, c'était top. En plus, j'avais 2-3 bons joueurs comme Stenson, Poulter, c'était cool. Donc voilà. Et après, je suis parti sur Sawgrass dimanche où j'ai pu faire j'ai fait 36 trous de reconnaissance. Donc ça m'a permis de vraiment bien prendre le parcours en main. Alex, là, tu as mentionné par exemple Henrik Stenson, qui est comme toi, membre de l'écurie de Pete Cohen, vous êtes également coaché par ce coach anglais. Toi, tu es rookie sur ce Player Championship, tu ne l'as pas joué. Est-ce que tu as échangé avec ces joueurs-là ou avec Pete Cohen sur comment gérer l'ambiance ou le parcours, parce que c'est un pit die quand même très spécifique et plein de pièges. Est-ce que tu as échangé un peu avec coach ou joueur? Ouais, je savais pas, mais ils ont changé le parcours. Ils ont modifié beaucoup de greens, je crois. Donc, je sais pas si c'est cette année ou l'année dernière qu'ils ont changé. Donc, tous les gens parlent d'un changement bénéfique, que le parcours est rendu encore meilleur. Donc, oui, j'ai pu discuter. Il y a même Pete qui est venu avec moi sur le parcours hier, me suivre 3-4 trous. Donc, ce qui est rare pour lui quand on le connaît. Donc, on a pu échanger un peu. Voilà, il m'a donné son point de vue sur comment jouer ce parcours, comment être performant. Voilà, c'est toujours intéressant. Alex, on n'a pas envie de t'embêter avec ça alors que tu vas jouer un gros tournoi, mais c'est vrai que c'est un tournoi important pour tes échéances personnelles, que ce soit Grand Chelem et évidemment Ryder Cup. Est-ce que là, tu as l'impression de toucher encore quelque chose qui peut t'amener très très loin, même si c'est une semaine parmi d'autres, c'est quand même le Players dans une année 2018 importante? C'est sûr, voilà, je joue un parcours de championnat, un tournoi qui est considéré comme le 5e majeur, et encore aux États-Unis, je regardais encore la télé l'autre jour, ils veulent en faire le 5e majeur pour de vrai, donc c'est vraiment un tournoi différent des autres et différent de ce que j'ai l'habitude de jouer. Après, voilà, ça donne vraiment envie d'être performant. C'est comme je disais encore avec Tom,
Tom Elling, ton caddie. Voilà, exactement. Ça donne c'est un parcours qui te rend meilleur quoi qu'il se passe. Donc voilà, c'est important de jouer des parcours comme ça. Par exemple, par rapport à l'US Open l'année dernière, je vois comment mon jeu a évolué et je vois que mon jeu a évolué dans le bon sens. Voilà, mon short game a progressé, mon jeu de fer a progressé. Donc voilà, ça me permet aussi de jouer des tournois comme ça et de me rendre compte de ces choses-là, quoi. Est-ce que tu as une volonté aussi d'un peu pas de te rattraper, mais de ton WGC où tu étais un peu déçu de faire encore mieux sur ce tournoi? Une sorte de revanche? Après, je pense que tu te rattrapes jamais, mais voilà, c'est sûr que ces gros tournois, t'as envie de bien faire et c'est sûr que tu sais que si tu performes bien, ça t'ouvre des portes. Après, voilà, c'est sûr que de dire qu'il faut le prendre un tournoi comme les autres, c'est pas possible parce que ça en est pas un. Et il faut juste arriver à contrôler ses émotions et à essayer d'être le plus performant possible. Justement, maintenant, tu commences un peu à avoir l'habitude de ces tournois. T'en joues régulièrement, que ce soit les US Open, la WGC. Maintenant, ça y est, tu commences à être habitué à ce genre d'atmosphère et de gros tournois. Ouais, exactement. Voilà, plus j'en joue, plus je me sentirai mieux sur ces tournois. Voilà, et plus j'aurai l'habitude de jouer des parcours de championnat. Parce que voilà, on les joue pas de la même manière. Faut en être conscient. Aux États-Unis, le short side, quand on rate du short side, c'est pas la même chose sur des parcours de championnat que sur des parcours qu'on joue toutes les semaines. Allez, Alexander, Benjamin, une dernière question pour vous avant de vous laisser. Ouais, très court, Alex. On parle de plus en plus de toi dans les pays britanniques, la presse britannique très connaisseur qui te trouve de plus en plus crédible pour occuper l'un des 4 wildcards pour la Ryder Cup. Est-ce que ça a avancé? Est-ce que tu as discuté avec Thomas Bjorn récemment? Est-ce que aussi cette semaine à Sawgrass va aider dans ce sens? Qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus? En tout cas, on sent vraiment le monde du golf de plus en plus au courant de tes perfs et qui reconnaît un peu ton travail. Est-ce que tu le sens, ça? Non, après ce que je sens, c'est que voilà, mon jeu évolue, que mon jeu évolue dans le bon sens. Après voilà, j'ai pris certaines décisions. Voilà, il faut pas se le cacher. Je m'entraîne plus qu'avant. Après, j'essaye d'être le performant. C'est vrai que depuis le début de saison, je fais un très bon début de saison où je fais 3 top 10 et une victoire, donc ce qui m'est jamais arrivé auparavant. Après, voilà, oui, forcément, depuis que la Ryder Cup, et on sait qu'en 2018, elle est en France, je pense que pour nous, joueurs français, on l'a tous dans un coin de la tête. Mais après, je pense que ça viendra par le jeu et par les bons résultats, plus que parce qu'on l'a dans la tête et que les gens parlent de nous en tant que joueur crédible pour une des places à la Ryder Cup. Allez, merci beaucoup Alexander de nous avoir accordé un peu de votre temps. Bonne chance pour plaisir. Cette semaine. Votre pairing là, Harry Ben Lahiri et le joueur sud-coréen, ça vous convient? Ouais, ça va être cool. C'est des joueurs que je connais, donc ça va être une partie sympa. Allez, on vous souhaite plein de bonnes choses et plein de plaisir. Exactement. Merci beaucoup Alexander. C'est gentil. Allez, ciao. Salut Alex. Alors Benjamin, Alexander Lévy, comment on peut s'attendre à quoi Alexander cette semaine? Bon, on peut s'attendre c'est un peu comme Gaël Monfils au tennis, on peut s'attendre à beaucoup de choses, et y compris le meilleur. Alors c'est vrai que là, l'inexpérience sur ce genre de parcours, c'est pas évident. On l'a dit, aucun Français n'a passé le cut à ça serait une première, ça serait déjà très bien pour Alex. Ça serait un nouveau pas en carrière, un peu plus de confort pour les tournois à venir, qui seraient l'US Open et l'USPGA, qui vont être très importants. Évidemment, on matraque un peu cette histoire de Ryder Cup, mais c'est normal. C'est normal, on a envie de voir un Français dans cette équipe européenne. Voilà, mais comme on disait tout à l'heure, au-delà du fait qu'il soit français, Alex devient crédible. Au-delà de sa nationalité, on le sait, on le répète, Thomas Bjorn ne prendra pas de Français pour nous faire plaisir. Il y a 2 assistants de vice-captain qui seront très probablement Grégory Avray et Raphaël Jacquelin, mais au-delà de ça, il n'y aura aucun cadeau fait à Alex Lévy ou à d'autres. Mais
il est de plus en plus crédible, mais pour une fois encore, c'est sur des très gros tournois. Il faut ce gros pet. Il faut ce gros pet, ce que posait Victor Dubuisson à l'époque pour valider cette wildcard qui sent de plus en plus bon de semaine en semaine pour Alex. Allez, avant de se quitter, place à la fantaisie de Rémi Rivière. On le rappelle, vous êtes plus de 500 à jouer sur notre ligue Journal du Golf. Alors Rémi, comment se porte notre ligue ? Tout va pour le mieux, pas d'évolution depuis la semaine dernière puisque ce week-end se tenait le Golf Sixes, tournoi qui ne comptait pas pour notre Fantasy League. Le classement n'a donc pas bougé, François Leduin est toujours premier avec plus de 12 millions de points, c'est sa 5e semaine sur le trône, et notre équipe du JDG est toujours 246e avec 7,3 millions de points. Cette semaine, direction la Sicile et le Rocco Forte Open, c'est ça ? Nous avons choisi un local, Jean-Philippe, Eduardo Molinari, qui compte 3 victoires sur le tour, mais encore aucune en Italie, ce sera l'occasion. Le vainqueur de l'an passé, l'Espagnol Alvaro Quiros, fait bien sûr partie de notre team. Andy Sullivan, qui enchaîne les top 20 cette saison et qui reste sur une 7ème place au Maroc, est là aussi. Un autre homme en forme, Lucas Bjørgaard, 6ème du Volvo China Open. Et puis 2 Français, Julien Guerrier, top 10 l'an dernier en Sicile, et Romain Langasque, invité par les organisateurs. Allez, merci à vous Rémi, une Fantasy League à retrouver évidemment sur notre page Facebook du Journal du Golf. Allez, c'est la fin de cette émission. Merci beaucoup de l'avoir suivi. Merci à Benjamin Cadieux. Et merci à vous, Rémi Rivière, à la réalisation. Salut! Journal du Golf, le podcast sur l'équipe.fr.